Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Constant Niguet, qui est conseiller de gestion de patrimoine. Et nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur la thématique suivante, acheter et optimiser quand on est marié. Alors, Constant, est-ce que tu voudrais m'expliquer pourquoi avocat et conseiller de gestion de patrimoine se retrouvent aujourd'hui sur cette vidéo ? Écoute, avec plaisir, Héloïse. Dans un premier temps, je pense que c'est bien qu'on se rencontre aujourd'hui, car c'est très important à mon sens qu'on travaille ensemble, qu'on puisse échanger pour construire quand on a un client qui vient nous voir, qui a une problématique de, j'ai envie d'acheter et en même temps, j'ai peut-être un régime matrimonial qui est pas adapté. Donc, il faut l'éclairer et l'aiguiller en ce sens. Ouais. Et moi, je vais vous donner mon point de vue qui va être de manière très schématique. Mais en fait, tu te mets à avoir de l'argent lors d'un divorce, que ce soit par le biais d'une prestation compensatoire, par le biais d'un partage du patrimoine. Et en fait, tu te retrouves avec des sommes. Et on dit dans ces cas-là à nos clients, il faudrait que vous alliez voir un conseiller de gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce que vous allez optimiser la fiscalité, vous allez construire un patrimoine, vous allez l'optimiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec Constant. Et aussi, pourquoi je suis là, je vais vous expliquer. Parce que dans la tête de pas mal de personnes, travailler avec un conseiller de gestion de patrimoine, ça paraît un petit peu délirant. On se dit, il faut gagner peut-être minimum 10 000, 15 000, c'est que pour les très fortunés. Sauf que je vous le dis tout de suite, ce raisonnement est faux. Pourquoi il est faux ? Alors pourquoi il est faux ? Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Un conseiller en gestion de patrimoine, ça ne coûte pas obligatoirement très cher. En fait, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, Constant, en fait, aujourd'hui, j'ai pris conseil avec quelqu'un, on va dire une tierce personne, mais je suis pas content et j'ai peur que ça me coûte cher, donc je ne fais pas la démarche. Néanmoins, en fait, c'est pas grave, mais il faut passer le cap, il faut faire le pas en avant de se dire, tiens, je vais voir un conseiller en gestion de patrimoine qui peut être conseillé par un avocat, par son notaire, parce que chacun a son domaine de compétences. Et donc, l'avocat va dire, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Et le coût, ça va pas vous coûter plus cher que si c'est vous qui gériez tout seul, en fait, votre patrimoine. Si je m'étale un peu sur les coûts, si je puis dire, quand on va avoir un conseiller en gestion de patrimoine, concrètement, sa rémunération, elle va être de deux types. Soit avec des notes d'honoraires, comme ça peut se pratiquer dans certaines professions, ou par des frais qui sont prélevés quand vous allez verser de l'argent, par exemple, sur une enveloppe du type assurance vie, un plan épargne retraite ou d'autres types de produits. Et c'est des frais qui vont être ponctuels. Donc, c'est-à-dire que c'est prélevé quand vous versez de l'argent, sauf qu'en fait, moi, je considère ça que c'est un peu une avance sur frais. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on va, certes, ne plus avoir dans son investissement, sauf que votre argent, il va travailler. Donc, au fur et à mesure du temps et des années, vous allez le retrouver. Et puis surtout, en fait, à mon sens, ce qui est très important d'expliquer, moi je le dis parce que je ne l'avais pas compris avant que mes clients travaillent avec toi, c'est qu'en fait, on se dit oui, le conseiller de gestion de patrimoine, donc il va coûter cher. Bon, déjà, là, tu viens de nous rassurer tout de suite sur les frais. Mais au-delà du coût, c'est qu'on va avoir des professionnels qui font que ça. C'est pas du tout le même travail qu'une banque. En tout cas, c'est moi ce que j'ai compris. C'est que c'est des professionnels qui ne font que de la gestion de patrimoine et rien d'autre. Donc, c'est pas la même manière de travailler. Et en plus, ils ont une responsabilité professionnelle dans le sens où, peut-être que tu m'en diras plus, pour garder ta clientèle, en fait, il faut que tu aies des bons placements, il faut que ça marche bien, il faut que ce soit intéressant. Donc, eux, ils ont également cette pression-là de se dire, si mon client n'est pas content et que si le rendement n'est pas bon, dans ces cas-là, je vais partir. Ah, mais absolument, en fait, moi, c'est ce que j'ai mes clients, hein. Concrètement, on est dans le même bateau. Ma rémunération, elle est basée en fonction de l'argent que je vais gérer. Donc, exactement. Si votre placement baisse, ma rémunération baisse. Si votre placement monte, ma rémunération, elle monte. Donc, finalement, comme on est dans le même bateau, mon intérêt à moi et le vôtre et le tien, celui de tes clients, c'est qu'en fait, votre capital, il monte et il augmente. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous faire une petite digression concernant les avocats. Vous savez, nous, quand on est avocat, on n'a pas le droit d'être rémunéré seulement au résultat. C'est totalement interdit, c'est ce qu'on appelle un pacte de quota litis. Alors que dans certains pays anglo-saxons, c'est totalement autorisé. Et souvent, quand vous venez au cabinet, vous me dites « est-ce que je pourrais vous rémunérer une fois que j'aurai vendu la maison ?» Et je leur explique « non, c'est pas possible, c'est interdit. On peut avoir une rémunération au résultat en partie, mais la majorité de la rémunération, c'est au taux horaire ou au forfait. » Ok, merci Constant pour ces explications. Je te propose qu'on aille dans le cœur du sujet, un sujet qui fait peur, un sujet qui est technique, et c'est pour ça que l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'abord de dégrossir. Ça va être en fait une première vidéo pour vous parler de la notion de régime matrimonial, pour vous donner quelques informations basiques et essentielles, pour qu'ensuite on puisse aller... Alors, je vais pas dire en CM1 parce que c'est déjà bien compliqué, mais qu'on puisse en quelque sorte monter de niveau. Yes. En fait, et un dernier point
également. Donc, vous avez compris que là, on va juste expliquer, comment dire, les éléments de base. Mais pourquoi on explique les éléments de base? C'est parce que Constant et moi, on a exactement un même objectif. C'est un objectif de démocratisation. L'avocat, ça fait peur. Le conseiller de gestion de patrimoine, ça fait peur. Et ben, nous, on vous dit une chose, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de nous. Vous n'avez pas à avoir peur de notre savoir, de nos mots, parce qu'on va vous le rendre accessible avec des mots que vous allez comprendre. Simple. En tout cas, on essaie. C'est le but de cette vidéo. Exactement. Oui. Alors, du coup, je vous propose de faire une première partie sur les différents types de régimes matrimoniaux. Et du coup, Héloïse, moi, je te pose la question, à quoi ça sert aujourd'hui un régime matrimonial? Un régime matrimonial, c'est très important. Ça sert à organiser, ça sert à séparer votre patrimoine. Ça sert à déterminer la gestion et la propriété des biens. Attention, le régime matrimonial, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec la prestation compensatoire. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me dire « Ah, je vais lui devoir combien au titre de la prestation compensatoire ?» Et je lui dis « En fait, parfois, la prestation compensatoire, c'est pas le pire. Le pire, la plus grosse difficulté, c'est de découvrir au cours du mariage que le régime matrimonial, en fait, c'est une question de séparation du patrimoine au moment du divorce. Mais pour éviter les déconvenues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir des professionnels. Il faut aller voir des professionnels qui vont vous expliquer, voilà, là, vous allez vous marier sous tel régime matrimonial. Voilà comment les biens vont être séparés. Voilà comment ça va se passer au cours du régime matrimonial. Donc, à ton sens, en fait, il faudrait qu'on consulte en fait un professionnel avant d'aller se marier. Alors, plusieurs professionnels, pas un. Alors, premier professionnel à consulter quand on va se marier, c'est bien entendu le notaire. Le notaire, pourquoi? Parce qu'il va vous apporter des précisions technique quant au régime matrimonial qui correspond le mieux à l'intérêt de la famille, à vos intérêts privés. C'est le premier point à aller voir. Deuxième professionnel à aller voir, à mon sens de manière indispensable, c'est bien entendu l'avocat en droit de la famille. Pourquoi ? Pourquoi un avocat? Et ça, je dois le dire, ce n'est pas un réflexe d'aller voir un avocat en droit de la famille quand on se marie, sauf qu'à mon sens, c'est indispensable parce que on va pas parler seulement travail, on va parler enfants, on va parler voilà comment ça va se passer la procédure de divorce en cas de divorce, voilà comment ça va se passer pour les enfants, qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir la résidence des enfants plus tard en cas de divorce, qu'est-ce que vous devez faire pour protéger votre patrimoine. Et pour la question patrimonial, si on veut être vraiment complet, bien entendu que le troisième professionnel à aller voir, c'est le conseiller de gestion de patrimoine. Pourquoi? Quelle va être ton utilité lorsque les personnes vont venir te voir et vont dire voilà, on a tel patrimoine, on va bientôt se marier, qu'est-ce qui serait intéressant? Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces cas-là, quand on a vu un peu tous les, on va dire le notaire, comme tu disais très justement, l'avocat, le conseiller en gestion de patrimoine, lui, va être plus, on va dire, branché, certes, sur le comme son nom l'indique, patrimoine. Néanmoins, il y a un biais qui sera moins abordé avec les deux professionnels précédents, c'est peut-être le côté financier. Le côté financier, ça va être la gestion des capitaux. Est-ce que si je veux acheter ma résidence principale, si par exemple on se marie, on va acheter une résidence principale, est-ce que j'ai reçu de l'argent par succession? Est-ce que j'ai reçu de l'argent par héritage, par donation? Est-ce que finalement, je gagne plus que mon conjoint? Est-ce qu'on a des professions qui sont à peu près similaires et du coup on gagne pareil? Voilà, c'est vraiment, moi je vais avoir plus un biais financier. D'accord. Les deux professions avant auront un biais très juridique et c'est très bien parce qu'il faut arriver, je pense, quand on va se marier, c'est un passage important dans la vie, c'est de bien cadrer les choses au début. C'est pas évident parce que c'est sûr que vous, en tant que professionnel, vous allez poser des questions sur, on va se projeter mais dans 10, 20, 30 ans parce que comme tu disais justement, il va y avoir des enfants qui vont arriver ou il y a peut-être déjà des enfants d'une précédente union, de cette union-là. Et tout ça, c'est des choses à anticiper et c'est avec vous qu'on va pouvoir le voir. Moi, je vais avoir un côté, je vais prendre du recul sur cette situation-là, sur les conseils qui ont déjà été donnés par le notaire, par l'avocat. Et je vais venir dire, voilà, on va faire un peu un cahier des charges ensemble, une sorte de fil rouge pour avancer ensemble, de se dire, vous allez vous marier, et on va mettre aussi en place certaines préconisations d'épargne, peut-être de prévoyance s'il y a besoin en fonction des professions. Toutes ces typologies de questions-là, moi je vais les aborder. Donc ça sera plus le côté, on va dire, financier. Exactement, c'est le côté financier, mais je veux dire à un niveau au-dessus en termes de précision et en termes de compétences. C'est pour ça que c'est indispensable à partir du moment, c'est ce que tu me disais quand on a déjà échangé, à partir du moment où le couple gagne 3 500 euros de revenus par mois, tu conseilles de mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine. C'est
se dire, c'est souvent en plus, c'est vraiment je pense, on est dans une petite catégorie de personnes, les trentenaires qui commencent on commence à avoir un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable. Et quand on gagne 3 500, 4 000 euros par mois, on projette de se marier, en fait, ça, c'est un peu le cas classique aujourd'hui qu'on arrive à voir je trouve de plus en plus. Et, c'est, je pense, nécessaire on se projette de se marier, ok, allez voir un avocat, allez voir un notaire, allez voir un avocat, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Ces 3 professions-là, il faut pas en avoir peur, il faut y aller, il faut franchir la porte. Et après, on sera, je pense, on a un départ dans la vie qui va être beaucoup plus sain, à mon sens. Ouais. Enfin, ça va être... Et puis quelque chose aussi de tout bête. Quand les personnes commencent à se marier et qu'elles viennent te voir pour mettre en place une stratégie patrimoniale, je sais que parfois, toi, ce que tu leur conseilles, c'est la mise en place, et tu en as déjà parlé, mise en place d'une assurance vie. Alors, les personnes peuvent penser, oui, une assurance vie, c'est que pour les gens qui sont super riches. Sauf que les placements en matière d'assurance vie, ça commence, je sais pas, peut-être à 100, 200, 300, 400 euros par mois. Voilà, c'est 100 euros. Voilà, 100 euros par mois peut-être. Sauf que une assurance vie avec un bon contrat, 20 ans après, 30 ans après, tu te retrouves avec 200 000 euros de patrimoine au moment de ta retraite. C'est ça. Donc, c'est inconcevable pour des personnes qui ne sont pas éduquées à la stratégie financière, à la stratégie patrimoniale, de se dire, en fait, en mettant 100 euros par mois, grâce aux intérêts composés, c'est les intérêts qui font des intérêts, c'est grosso modo. Grâce aux intérêts composés, tu te retrouves finalement avec un pactole au moment de ta retraite. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, il faut changer de mindset. Il faut pas vous dire, tiens, sous prétexte que j'ai que 3 000 euros, c'est déjà une belle somme, déjà. 3 500 euros, il faut déjà les avoir. C'est déjà plus que la moitié de la population française, quasiment. Donc, à partir du moment où vous êtes à 3 500 par mois, vous mettez en place une stratégie patrimoniale et vous vous retrouvez, grâce à vos intérêts composés des années après, déjà avec une assise un beau financière. capital et c'est toujours de l'argent qui reste disponible. Ça permet ça permet de revenir. Un jour il y a un accident de la vie, on peut venir piocher dedans. C'est de l'argent qui est, on va dire, les contrats, par exemple, comme tu disais, d'une assurance vie, c'est un contrat qui est trop souvent en nom propre. C'est-à-dire que chaque personne ouvre un contrat d'assurance vie, donc chacun après peut récupérer l'argent qu'il a versé dessus. Mais je pense que, si on revient un peu à l'origine un peu au mariage, toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, quand tu vas te marier, qu'est-ce qu'il faut penser dans les régimes matrimoniaux quand on va se marier? En fait, pour moi, quand on va se marier, déjà, il faut avoir conscience que quel que soit le régime matrimonial qu'on va choisir, on a ce qu'on appelle un régime primaire impératif qui s'applique. Quel que soit le régime matrimonial qu'on va choisir, en fait, dans ces cas-là, tu auras un régime primaire impératif qui va s'appliquer dans tous les cas. Et souvent, les personnes se disent, je vais me marier en séparation de biens. Du coup, j'aurai pas, par exemple, de contribution aux charges du mariage. Sauf que ça n'a rien à voir. La contribution aux charges du mariage, c'est une contribution proportionnelle aux facultés financières de chacun des époux. D'accord. Et en fait, quel que soit ton régime, tu dois participer aux charges du mariage. Oui. Et parfois, tu sais, t'as des épouses, par exemple, qui vont pas du tout payer au quotidien alors qu'elles ont des revenus, sous prétexte que monsieur, par exemple, gagne davantage d'argent. Eh bien non, en fait, juridiquement, ça va pas. Et dans les deux sens, en fait, que tu gagnes 1 000, 10 000 ou 50 000 ou 100 000 par mois, ça n'a rien à voir. Tu dois quand même participer aux charges du mariage parce que sinon, c'est une faute. Et donc ça, la contribution aux charges du mariage, ça s'applique quel que soit ton régime matrimonial. D'accord. Dans le régime primaire impératif, tu as également ce qu'on appelle le logement de la famille. C'est ce qu'on appelle le lieu, le domicile conjugal, le lieu d'habitation effectif de la famille. Ce logement, en fait, il bénéficie d'un statut particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les époux, concernant le domicile familial, le domicile conjugal, doivent prendre ensemble les décisions concernant ce logement. S'ils veulent décider de le vendre, par exemple, si ils veulent décider de le louer. En fait, ce que je t'explique là, c'est qu'il y a un principe de cogestion du logement de la famille et ce régime primaire impératif, donc, comporte ce principe-là. Le logement de la famille, c'est la résidence principale, très souvent. Exactement. C'est le logement de la famille, c'est la résidence principale. D'accord. Ça veut dire, en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que le logement de la famille, parfois, tu sais, quand tu es en séparation de biens et que le couple habite dans un bien qui est dans le bien propre d'un des époux, et tu te dis, j'aurais pas de droit sur le logement. Sauf que le cas classique, c'est madame, on va par exemple ce cas-là, madame qui habite dans un logement qui appartient à monsieur. D'accord. Toute la famille habite dans ce logement avec les enfants. Madame ne gagne quasiment pas d'argent. Quand ils divorcent, madame a le droit de rester dans le logement.
D'accord. Au titre des mesures provisoires, elle a le droit Grâce de demander. à ce fameux logement de la famille. Exactement, parce qu'il a Ok. un statut particulier. Et donc, elle peut y rester le temps de la procédure, Ouais. ce qui est quand même souvent une manière de la rassurer De d'un protection. point de vue financier, le temps que l'époux se reconstruit. Je précise l'époux, c'était juste pour l'exemple, ça va dans les deux sens. Ok, donc ça, c'est très important. En revanche, vous m'en parlez souvent en matière de logement de fonction. Tu sais, quand j'ai des fonctionnaires, Ah oui, par exemple, comment qui ça se viennent passe et ils me disent oui, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer en termes de en termes de logement de fonction. Donc je vais te prendre un exemple pour te l'expliquer. Supposons que tu as monsieur et madame qui habitent dans le logement de fonction. Le logement de fonction a été attribué à madame parce que par exemple elle est fonctionnaire de police, Ouais. j'en sais rien, peut-être ça. Elle a ce logement de fonction, les parties se séparent, les époux se séparent. Monsieur, même s'il gagne moins d'argent, ne peut pas bénéficier de ce logement de fonction. Pourquoi ? Parce que le logement de fonction est lié à la fonction, au métier de l'époux. Ah oui, Il n'est pas l'époux, ouais. attribué à la famille dans son ensemble. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon exemple, dans ces cas-là, monsieur, il devra partir. D'accord. OK ? Donc voilà. Autre point concernant le régime primaire impératif, c'est la question de la solidarité. Est-ce que toi, on t'a déjà parlé de la notion de solidarité ? Quand moi j'ai des clients qui viennent me voir, on parle rarement de la solidarité dans le contrat de mariage ou dans le régime matrimonial classique. Ok. Toi, t'es marié. Est-ce que tu sais ce que c'est la solidarité ? Alors, j'ai eu des cours de droit jadis. Je dois admettre que dans le mot solidarité, on comprend que les époux sont solidaires, mais après, à quel point Ouais. je pense que tu vas je vais m'éclairer. expliquer parce qu'en fait, la solidarité, c'est un concept, là encore, qui s'applique quel que soit le régime matrimonial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que supposons que toi et moi, on est mariés. Ok. Tu vas acheter la machine à laver que j'ai souhaité que tu achètes. Ouais. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent ou très très peu. Tu vas acheter la machine à laver, sauf qu'après, tu peux pas payer. Ok. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Si tu as été chez Darty, chez Boulanger, chez Carrefour ou je ne sais où, eh ben, dans ces cas-là, ils peuvent aller saisir le montant de la machine à laver pour me dire, bon, bah, Héloïse, va falloir payer la machine à laver que Constant il a acheté. Ok. Mais ça marche parce qu'on est mariés. Et ça marche pourquoi ? Ça marche parce que c'est une dette ménagère. D'accord. C'est-à-dire que si je vais m'acheter mon sac de luxe dont je rêve, Oui. et que j'ai pas d'argent et que c'est toi qui as l'argent dans le couple, et ben dans ces cas-là, ça va pas marcher la solidarité. Ok ? D'accord. Attention, maintenant je vais t'expliquer, je vais encore monter d'un cran en Vas-y. termes de précision juridique. Dans la question de la solidarité aux dettes ménagères, donc c'est valable bien entendu également pour l'éducation des enfants, il faut distinguer la question de l'obligation à la dette Ouais. de la contribution. Quand je t'ai parlé, de boulanger, d'Ikea, Tous ces magasins-là. qui viennent te saisir sur Ouais. ton patrimoine parce que j'ai acheté la machine et que finalement j'ai pas d'argent. C'est le principe de l'obligation à la dette. C'est le créancier qui va payer directement au débiteur. D'accord. En revanche, toi, pour la machine à laver, comme tu as la rage d'avoir acheté la machine à laver Oui. que tu n'étais pas censé acheter et que maintenant on est en procédure de divorce, tu as le droit d'aller me demander au stade de la contribution à la dette. Tu te souviens qu'avant Ok. on a parlé de la Ouais. contribution à charge du mariage. Tu as le droit de demander, ma cocotte, tu peux aller me payer la machine à laver s'il te plaît. Ok. D'accord ? Donc c'est ça, la différence entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette. L'obligation à la dette, c'est vis-à-vis du créancier, alors que la contribution à la dette, c'est c'est entre Oui. toi et moi, entre les membres du C'est- couple. Voilà, c'est notre salade interne. Ouais, voilà, c'est notre salade interne. Donc autant dire que pourquoi je parle de la solidarité, c'est parce que cette solidarité, en fait, elle est valable jusqu'au principe de divorce, jusqu'au moment du divorce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à ce que tu sois divorcé, même si tu vis séparément, tu peux encore avoir une obligation à la dette et une solidarité des dettes ménagères. Donc, quand tu as un époux, D'accord. par exemple, qui fait n'importe quoi financièrement, qui va pas payer ses déclarations à l'URSSAF, qui va pas payer ses déclarations aux divers organismes, L'autre est redevable. eh ben, l'autre peut être redevable jusqu'au prononcé du divorce. C'est pour ça que Ah je te oui. dis, bien entendu, il y a une procédure de désolidarisation qui peut être mise en place, D'accord. mais la contribution à la dette et l'obligation à la dette dans le cadre de la solidarité, c'est vraiment très dangereux. C'est pour ça que je dis, D'accord. n'attendez pas pour divorcer. Si vous savez que votre époux Oui. ne sait pas gérer son argent, Il faut se dépêcher. voilà, exactement. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que d'après toi, quand on se marie, on peut choisir librement sa profession ? Alors, je dirais comme ça, oui. Parce que, on se marie, donc deux personnes s'aiment, donc, en fait, allons-y, marions-nous, et après, peut-être qu'on va changer de travail. Mais du coup, si tu me poses la question, c'est qu'il y a peut-être une petite Eh subtilité. ben pas du tout, il n'y a pas d'embrouille. Ah, en fait, ça va. à partir du moment, avant c'était pas le cas, c'est peut-être pour ça aussi que tu dis ça. À partir du moment où tu es marié, ou même quand tu n'es pas marié, de toute façon, tu choisis librement ton D'accord. emploi. La seule limite,
c'est que même si tu peux disposer librement de tes gains et salaires, l'obligation, c'est de contribuer aux charges du mariage, à l'éducation des enfants à proportion de tes facultés respectives. Donc oui, Constant, tu avais le droit d'être conseiller de gestion de patrimoine. Ouf. Ok. Voilà, rassuré. Alors, j'ai une question. Ouais. Donc, je tiens à préciser que Constant est marié, je ne le suis pas. Je donne cet exemple juste pour les besoins explicatifs. C'est pour le côté de la D'accord. vidéo, c'est tout. Donc, on est encore marié, Constant. Okay. On est marié et je souhaite ouvrir un compte bancaire sans t'en informer. Est-ce que je peux? Oui. Juste l'information, j'ai même pas une obligation d'information. Non, je pense que tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin d'aller voir ton conjoint pour ouvrir un compte en banque. Exactement. Il n'y a pas d'obligation d'informer le conjoint. La seule obligation, c'est toujours la même chose, c'est la contribution aux charges du mariage. Et j'irai même plus loin, il y a un principe de secret bancaire qui s'applique. C'est-à-dire que tu n'as même pas à dire « oui, j'ai tant d'argent sur mon compte ». Ok, c'est même pas une obligation. La transparence financière, elle est essentielle pour la contribution aux charges du mariage. Mais elle n'est pas essentielle dans le couple, même si moralement, on comprend que ce soit indispensable. Oui. Et puis, de toute façon, la transparence financière, elle est quand même censée intervenir au stade de la déclaration d'impôt annuelle. C'est mieux. Voilà. Donc, il y aura des petites surprises de temps en temps, mais bon. Exactement. Du coup, quand les finances vont bien, parfois les finances vont moins bien. Il peut y avoir des crises qui surviennent. Est-ce que toi, comment en fait la gestion de crise, on va arriver à, toi, comment tu abordes en fait les gestions de crise au sein d'un mariage, quand les clients viennent te voir? Supposons que tu as un époux qui fait n'importe quoi en termes financiers, donc tu as une crise manifeste. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, c'est d'aller saisir le juge aux affaires familiales. Ouais. Pourquoi? Pour demander un retrait provisoire des pouvoirs de l'époux. Okay. Parce que, par exemple, tu vois, tu peux très bien avoir un époux qui, par exemple, est dans un accès, par exemple, maniaque en termes psychologiques. Par exemple, s'il est bipolaire, et c'est des moments où les maniaques font n'importe quoi en termes financiers. Ils n'ont plus de limites financières. Donc là, tu es dans une situation d'urgence où tu dois saisir le juge des affaires familiales. Il est également possible de demander un transfert de pouvoir, tout simplement, avec représentation ou sans représentation. Et dans ces cas-là, ça te permet de gérer, de faire une gestion de crise, au moins donc, pour pallier les difficultés. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est un peu le principe général. Le principe général, c'est ça. Et après, si on sort de la généralité, quels sont un peu les régimes matrimoniaux qui existent aujourd'hui? Alors oui, si on sort des généralités, donc tu as compris en fait, tu as le régime primaire impératif qui s'applique quel que soit le régime matrimonial. D'accord. Mais après, tu as le régime matrimonial qui s'applique le plus souvent, c'est-à-dire quand tu signes pas de contrat. Ce régime matrimonial, tu dois le savoir, c'est la communauté réduite aux acquets. Absolument. Ça veut dire quoi ce régime matrimonial? Grosso modo, ça veut dire que tu partages à 50-50. Après, tu as d'autres régimes matrimoniaux. C'est ce qu'on appelle des régimes conventionnels. Conventionnels, pourquoi? Parce qu'il faut aller devant le notaire pour signer un contrat et dire, voilà, c'est ce régime que je veux appliquer à partir de maintenant, à partir de la conclusion de mon contrat de mariage. Le contrat de mariage que tu choisis, il figure dans ton acte de mariage. D'accord. C'est pour dire à quel point c'est important. Je dis souvent aux clients, essayez de bien le choisir tout de suite parce que ce sera un peu plus cher après. Oui. Ça vous coûtera un petit peu d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu changes de régime matrimonial, en fait, à ce moment-là, il faut que tu payes des droits qui correspondent de mémoire à 1,1%. Oui, alors ça a peut-être évolué. Ça a peut-être évolué, mais je crois que c'est 1,1% quand tu fais un changement de régime matrimonial. Donc 1,1%, c'est à peu près, c'est de ton patrimoine. Donc ça fait mal financièrement. C'est pour ça que tu as finalement assez peu de changements de régime matrimoniaux par an, à peu près 20 000 par an, ce qui est relativement peu. Alors, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que ça t'arrive que les clients viennent te voir et qu'ils te disent Constant, quel est le meilleur régime matrimonial? Alors, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais régime matrimonial, comme aurait pu dire presque Otis dans un film assez connu. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais régime matrimonial. C'est sûr, le régime matrimonial, à mon sens, il doit s'adapter à la situation du couple. C'est très souvent, on va mettre en place un régime conventionnel quand il y a des professions qu'on va appeler à risque. Non pas à risque, c'est un métier dangereux, mais plutôt à risque dans le sens où ça va être un métier qui financièrement peut être dangereux, un indépendant, une profession libérale. Très souvent, voilà, c'est ces professions-là, un chef d'entreprise, c'est des professions qui vont être des métiers à risque. Et c'est dans ces cas-là où on va vraiment conseiller un régime conventionnel, donc plutôt de type séparatiste. Et après, il y a d'autres régimes qui existent, du type, parfois on a des
des personnes plutôt âgées qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà, on va se marier. Bah, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Mais à partir d'un certain âge, peut-être qu'on va pas prendre un régime conventionnel séparatiste, mais plutôt un régime qui, lui, parce que la situation, on va dire, familiale de ce couple, ces futurs mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ils se disent, tiens, on va faire peut-être un régime plutôt universel et qu'on va appeler, donc c'est un peu l'opposé du séparatisme, c'est la communauté universelle, donc tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Et on va dire qu'on réunit tout le patrimoine des époux. Mais c'est vraiment toujours un régime, on va dire, un contrat de mariage, c'est quelque chose qui s'adapte à chaque couple. C'est pas, il y a un régime qui est légal, heureusement, qui s'applique par défaut, mais qui est un régime qui est un très bon régime. Voilà, comme tu disais, il y a à peu près, je crois qu'il y a 80% des personnes en France qui se marient sans contrat de mariage, ce qui fait qu'il y a que 20% qui prennent un contrat de mariage. Peut-être que 80%, en fait, ils n'ont pas besoin de régime, de changement d'un contrat de mariage, pardon. Et c'est les 20% restants, oui, ça va être quelque chose qui va être sur du sur-mesure. On fait toujours quand on fait un contrat de mariage, c'est pas quelque chose qui est très, tiens, tu te maries en séparation de biens, voilà, t'as des séparations de biens. Non. Comme tu disais, c'est conventionnel, c'est un contrat. Donc, dans ce contrat, on va pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui en France très intéressant. D'ailleurs, là, tu sais, tu me parlais des régimes séparatistes. En fait, tu en as deux au principal. Tu as bien entendu le régime de la séparation de biens, celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire que toute ta vie, durant toute la vie du mariage, les biens des époux seront séparés entre un patrimoine commun, des biens communs d'une part, et des biens propres d'autre part. Les biens propres, la plupart du temps, c'est des donations, c'est un héritage que tu auras reçu, la plupart du temps, ou les biens acquis avant le mariage. Oui. Mais tu as un autre régime matrimonial, à mon sens, qui est top, qui est plus technique, mais que j'ai tendance parfois à recommander. C'est le régime de la communauté, la participation aux acquêts. C'est le régime de la participation aux acquêts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as les avantages de la séparation de biens dans le sens où tout au long de la vie du mariage, tu fonctionnes en séparation de biens. Ce qui fait que si tu es chef d'entreprise ou que tu as une profession à risque, tu as une protection des deux patrimoines. Mais l'avantage, c'est qu'en cas de séparation, de divorce, tu es dans un régime communautaire. Ça veut dire que tu vas partager tes biens à 50-50. La seule chose que je vous conseille à ce moment-là, c'est quand même d'avoir des très bons comptes au fur et à mesure du mariage. Il faut quasiment tenir une comptabilité. Et au moment du divorce ou de la liquidation du régime matrimonial, peu importe, d'avoir un très bon avocat pour faire les bons calculs. Oui, on est d'accord. On est d'accord, parce que ça devient un peu complexe. C'est vite, pardon pour l'expression, une usine à gaz si on ne tient pas de comptabilité dans ce type de régime-là, parce qu'il va falloir remonter sur les années, apporter la preuve, tu me coupes si je me trompe, mais apporter la preuve de qui a financé quoi. Exactement. Et c'est là où, s'il y a une séparation, très souvent, c'est là où ça va créer, je pense, beaucoup de tensions. Ouais. C'est pour ça que pour moi, sur les régimes séparatistes, il faut quasiment avoir un tiers pour faire les calculs quasiment chaque année. Et parler d'ailleurs de manière libre de la question financière. Là, on n'arrête pas, Constant et moi, de parler d'argent. Mais je pense que la première chose à dire, c'est que de parler d'argent dans un couple, ça devrait être une évidence. Ça devrait être une question de transparence, d'honnêteté, ne pas se sentir gêné. Ne pas se sentir gêné parce qu'il y en a un qui paye plus ou qui paye moins. Dans la vie d'un mariage, il y en a souvent un qui va payer, par exemple, plus à un moment, puis après, ça va changer. Et inversement, parfois, il y a des périodes de chômage. Parfois, il y en a qui ont des périodes, difficiles en termes de maladie, de dépression. C'est imprévisible, en fait. Donc, de se dire, tiens, là, c'est toi qui payes plus maintenant, en fait, ça va se compenser au fur et à mesure, comme tu le dis très justement. On est sur une vision, l'objectif, quand on se marie, c'est pas pour divorcer. Donc, c'est d'être dans un objectif, de soutien réciproque, d'assistance réciproque, qui se fait sur le long terme. Absolument. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu sais si c'est possible, on est mariés, ça fait déjà 1 an qu'on s'est mariés, toi et moi. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà changer de régime matrimonial ou pas ? Alors oui, on peut changer de régime matrimonial. Après, il y a, je pense que, et c'est même sûr, le Code civil vient encadrer toutes ces règles de changement de régime matrimonial. Après, ce que vraiment on va regarder, et ce que le juge, va regarder, ça va être, est-ce qu'il y a un intérêt pour la famille, dans ces cas-là, de faire un changement de régime matrimonial ? Je pense que toi, tu dois faire assez souvent peut-être pas, mais tu dois quand même être confronté à des clients qui veulent changer de régime matrimonial. Oui, tout à fait. La plupart du temps, c'est quand ils veulent passer en séparation de biens parce qu'il y a un chef d'entreprise qui arrive. Voilà. Il y a quelqu'un qui se met en entreprise, en profession libérale. Et j'ai quand même tendance à dire que la séparation de biens, c'est quand même une bonne chose, je trouve, pour les professions à risque. Je sais que c'est pas naturel parce qu'en fait,
Parfois, les parties, elles ont aussi un objectif de tout partager, de ne pas compter. Sauf que vous êtes quand même sur des professions à risque et que la séparation de biens, ça protège toute la famille. Donc, il faut vraiment se poser la question, comment dire, d'une part, est-ce que j'ai bien parlé de la raison de la signature d'un contrat de séparation de biens ? Pourquoi on le fait ? Et d'autre part, si vous passez en séparation de biens alors qu'il y a une différence de patrimoine important, il y a d'autres techniques pour compenser. Oui. Ok ? C'est pas parce qu'on passe en séparation de biens qu'il n'y a pas d'autres techniques pour soutenir financièrement. Ce serait forcément injuste qu'il y en ait un qui constitue exclusivement son patrimoine et l'autre pas du tout, alors que vous étiez en communauté et que vous êtes passé en séparation juste pour une protection du patrimoine de la famille. Si l'objectif c'est la protection du patrimoine de la famille et pas la mise en avant, en quelque sorte, et pas la construction de patrimoine individuel, dans ces cas-là, c'est logique d'avoir des stratégies de protection, notamment avec les notaires et les conseillers de gestion de patrimoine. Et puis aussi, et ça c'est un côté très psychologique, mais moi j'ai pas mal d'amis qui me disaient séparation de biens, on pense au divorce. Ouais. Et ça, je pense que c'est vrai que le côté psychologique, où là, c'est vraiment nos professions qui, elles, vont venir casser un peu ce côté psychologique de, en fait, vous pensez pas au divorce, vous protégez surtout votre patrimoine et votre couple. En fait, parler d'argent et de régime matrimonial lorsqu'on se marie, lorsqu'il y a des changements de situation importants, en fait, c'est protéger son couple. Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est contre-intuitif de dire ça, alors que c'est la manière de protéger son couple. Soit vous mettez les points sur les i quand vous commencez à vous marier. Vous me parlez clairement d'argent. Bon, voilà, toi, tu gagnes combien ? Voilà ce que tu vas payer au cours du mariage. Et tous les ans, on refait un point financier. Parce que s'il y en a un qui se met à gagner 100 000 euros de plus, c'est normal qu'il y ait un changement de contribution. Absolument. Et c'est également normal, à mon sens, de mettre en place des mécanismes de protection quand on est en séparation de biens. Parce que c'est pas normal qu'il y ait seulement la prestation compensatoire, à mon sens. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon, il prévoit un critère d'équité. Alors certes, ce critère d'équité existe également en droit français, mais à mon sens, il devrait être davantage appliqué en droit français parce que ça permettrait aux personnes qui se marient en séparation de biens avec un époux qui travaille, l'autre qui travaille pas, notamment, on va dire, parce qu'il y a 4, il y a 5 enfants et des familles très nombreuses, de dire, bon, ok, on est en séparation de biens et je le fais parce que c'est important pour toi, tu as besoin, c'est tes valeurs. Mais est-ce que ce serait pas normal, outre la prestation compensatoire, de prévoir également des mécanismes de donation, de protection du conjoint survivant, de prévoir davantage de soutien financier en cas de rupture, en cas de décès ? À mon sens, c'est ça qu'il faut faire pour démocratiser davantage la séparation de biens, parce que on l'oublie, la séparation de biens, c'est quand même plus facile. Quand on est en séparation de biens pour une liquidation du régime matrimonial, bon, c'est pas toujours si simple. Mais il y a... Sur le papier. Alors, mais ça peut être quand même plus simple. Il y a des liquidations qui sont très compliquées, mais la plupart du temps, une séparation de biens, ça simplifie quand même un petit peu les choses. Donc voilà, changer les mindsets, parler d'argent, être serein vis-à-vis de la question de l'argent, et c'est ton rôle, à mon sens, aussi d'apaiser ces tensions qui peuvent exister. C'est certain que le conseiller en gestion de patrimoine, lui, va toucher vraiment à la fibre financière dans un couple, et c'est là où on va soulever quand même parfois certaines rancœurs. On n'en parle pas, du coup il faut quand même crever un peu cet abcès, de se dire en fait on va parler d'argent, on va tout mettre à plat comme tu disais très justement, et se dire monsieur gagne tant, madame gagne tant. Ce qu'il faut se dire après, c'est que on va essayer de rétablir une sorte d'équité par de la mise en place d'une épargne pour monsieur, pour madame, de projeter ça sur du moyen, long terme, court terme en fonction des objectifs, des horizons, et après de répondre aussi, je pense, c'est si commence à avoir un dysfonctionnement dans la parole au sein d'un couple avec de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose peut-être derrière qui va pas très bien. Et c'est aussi mon rôle, comme tu disais, de venir apaiser, de venir rassurer. Par exemple, s'il y en a un qui gagne moins que l'autre, de le rassurer, de dire si, imaginons dans un futur, il y avait une séparation, vous seriez protégé. C'est là où c'est important, où chaque profession a vraiment son intérêt pour rassurer et accompagner ses clients au fur et à mesure du temps et des projets. Ouais. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est tellement vrai que moi, j'ai régulièrement des personnes, tout le temps en fait, qui viennent me voir en me disant, quels seront mes droits en cas de divorce ? Et donc, je les rassure, je leur explique, vous avez tel régime matrimonial, vous allez avoir telle partie du patrimoine, vous allez avoir peut-être droit à des actions, une partie du plan d'épargne retraite ou pas. Vous allez partager les biens, les sommes qui sont sur les comptes comme ça. Et j'essaie d'évaluer également la prestation compensatoire avec diverses techniques et ça permet de les rassurer
Et la plupart du temps, ils reviennent me voir très longtemps après. Parce que quand tu viens voir la plupart du temps un avocat pour savoir qu'est-ce que tu pourras avoir en cas de divorce, ça sent pas très bon. Oui, on est d'accord. C'est peut-être que t'es pas encore prêt ou que tu as besoin de te préparer. Oui. En général, c'est plutôt ça. Mais mais comme tu dis justement, on anticipe, et après c'est aussi ce côté d'anticiper, d'aller voir un notaire, un avocat, un conseiller en gestion de patrimoine pour se dire j'ai anticipé mon régime matrimonial, j'ai pris quand même quelque chose de conventionnel, donc je sais que ça va se régler comme ça. Si tu n'as rien préparé, tu vas aller voir un avocat et tu vas dire qu'est-ce qui se passe si je divorce. Ouais. Merci Constant. Moi, je voudrais juste maintenant qu'on débute la deuxième partie sur ce podcast. Merci Constant pour ces explications. Je voudrais simplement que maintenant, on débute la deuxième partie de ce podcast qui est relatif au financement d'un bien immobilier dans un couple marié. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Parce que, en fait, c'est censé être un événement super heureux. Oui. C'est censé être génial. Tu te rends compte, on va acheter un bien immobilier ensemble, on se projette, on continue de construire notre couple, on va probablement transférer ce patrimoine, donner ce patrimoine par la suite à nos enfants si on en a, donc c'est génial. Sauf qu'en pratique, il y a des erreurs à éviter quand on se marie en cas de financement d'un bien commun. Est-ce que tu pourrais me dire, Constant, quelles sont les erreurs à éviter quand tu achètes un bien immobilier et que tu es en contrat de mariage, de communauté réduite aux acquêts? Alors très souvent, on va dire l'erreur la plus flagrante, c'est que très souvent, il y a un des époux qui a reçu de l'argent avant son mariage. Imaginons, il a reçu une succession avant son mariage ou il avait acheté un bien qu'il a revendu avant son mariage. Cet argent, comme il a eu avant son mariage, on va le considérer, au sens du droit, que c'est un bien qui est propre. Monsieur fait sa vie, il se marie. Ils achètent, comme tu dis très justement, bel événement, leur résidence principale. Ils veulent acheter, et du coup, monsieur se dit, moi j'ai de l'argent, je fais un apport de cet argent pour l'acquisition de la résidence principale. Madame a, on va dire, un peu moins d'argent, mais elle fait quand même un apport. Mais ça constitue, comme ils se sont mariés, un bien qui va être sans régime matrimonial. C'est un bien qui est commun. Ce bien commun, c'est un bien qui est 50-50, qui appartient à 50-50 à tous les deux. Sauf que l'erreur qui survient, et je pense que tout le monde s'en doute un peu, c'est que comme il y a un des conjoints qui a apporté plus, on va falloir venir dire très bien. Sauf qu'il y en a un qui a apporté plus avec de l'argent qui est propre, qui est daté d'avant le mariage. Et c'est là où on va venir dire il faut faire une clause qu'on appelle d'emploi, de réemploi. C'est-à-dire que je vais venir prendre de l'argent qui était propre et je vais l'investir dans un bien qui va être commun. C'est simplement pour dire je ne perds pas la trace de mon argent. Comme c'est un bien qui est commun, on va perdre sinon la trace. Et si un jour il venait à avoir un divorce, se dire la personne qui a apporté cet argent-là, il puisse quand même le récupérer. Sinon, c'est de l'argent qui va faire partie de la communauté. Et juste une précision, c'est beaucoup mieux donc de faire une déclaration d'emploi ou de réemploi, mais ça arrive qu'on n'en ait pas. Ça arrive même de manière très fréquente qu'on n'ait pas de telle déclaration. On s'en sort quand même si on arrive à tracer l'argent, comme tu disais. Si on n'y arrive pas, là, ça devient nécessairement commun. Et donc, non seulement parfois, c'est la descente aux enfers quand tu découvres que tu dois partager la moitié de ton patrimoine avec ton époux ou ton épouse, mais si en plus, le patrimoine propre qui t'appartient, les biens propres que tu as reçus par ta famille la plupart du temps, eh bien, dans ces cas-là, ils appartiennent également pour moitié à ton époux, à ton épouse. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si on n'a pas fait lors d'un achat cette déclaration de remploi, on a combien de temps pour le faire? C'est 5 ans. D'accord. 5 ans pour faire la déclaration de remploi ou d'emploi, donc c'est relativement long. Ouais. Vous avez quand même le temps, de se renseigner et d'aller faire les démarches. D'accord. Et après, clairement, si lors de cette volonté de faire une déclaration de remploi ou d'emploi, vous vous apercevez que votre époux le refuse, vous pouvez vous dire que ça sent pas bon parce que en fait, c'est honnête. Quand vous êtes dans un régime communautaire, c'est totalement honnête que des sommes qui sont issues d'un bien propre, de donation par exemple, ou d'un héritage, c'est totalement honnête que ces sommes appartiennent en propre. Oui, donc si on a un refus de déclaration, c'est que ça sent pas bon. Oui. Ouais. Toujours garder une trace. C'est vraiment garder la traçabilité des fonds. Supposons maintenant que tu es en séparation de biens ou en régime dans un régime séparatiste de manière générale. Quels conseils, toi, tu irais directement donner à des personnes pour optimiser leur patrimoine? Alors, dans un premier temps, on va partir sur un couple marié. Ouais. C'est déjà, souvent la première question que je pose à un couple marié, c'est est-ce qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale ou non? Du coup, est-ce qu'ils vont vouloir acheter leur résidence principale dans un futur plutôt proche ou est-ce qu'ils veulent plutôt être locataires
et épargner pour se constituer, on va dire, au fur et à mesure du temps, une épargne. Ça déjà, moi, c'est vraiment quelque chose que je pose la question lors d'un premier entretien, c'est voilà, vous êtes propriétaire ou non? Si oui, parce que c'est du locatif, par exemple, bon bah très bien. Quel est le régime fiscal qui est attaché à vos biens locatifs? Donc là, je vais déjà les aider et je vais les aiguiller pour optimiser leur fiscalité. Si après ils me disent bon, on n'a pas de patrimoine immobilier et on veut acheter, bon bah très bien. Là, je vais vraiment leur faire, je vais leur dire bah voilà, vous avez telle épargne, on va prendre une situation à un instant T, combien vous pouvez emprunter, avec quel apport, avec l'épargne qu'ils ont constituée, et je les accompagne là-dessus. Je leur donne des conseils sur leur achat. S'ils me disent bah en fait on veut pas acheter parce que on n'a pas envie de s'endetter et on préfère louer. D'accord. Ça c'est deuxième, on va dire peut-être une deuxième option. Dans ces cas-là, je vais leur dire bah très bien, cette épargne que vous avez, il faut l'optimiser parce qu'aujourd'hui les livrets bancaires, c'est bien, c'est de la liquidité qui est disponible tout de suite. Sauf que on se rend compte très vite que il y a un peu l'érosion bancaire en face qui va faire que votre argent en fait, il se dévalue. Donc vous perdez de l'argent sans vous rendre compte. Donc c'est là où je les accompagne, je leur dis on va mettre en place un système de placement financier, par exemple comme on a échangé tout à l'heure une assurance vie, ou après plutôt des choses un peu plus long terme ou plus dynamiques, on va prendre peut-être un plan épargne action, un fameux PEA, et c'est ça qui va permettre de diversifier son capital financier, de placer cet argent et de le faire fructifier au fur et à mesure des années pour essayer de faire mieux que les livrets bancaires et surtout comme on a expliqué au début, c'est l'argent qu'on place tous les mois. Au fur et à mesure du temps, ça va générer les intérêts composés. Les assurances vie ou les plans épargne action, par exemple, ou les PER, ce n'est pas plafonné. Donc, on peut vraiment verser autant qu'on veut dessus. Il y a énormément d'avantages fiscaux. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Pour le moment. Ce qui est important, et tu le soulèves très justement, pour le moment, quand par exemple on ouvre une assurance vie, ce qu'on appelle, on vient faire une prise de date fiscale. On vient figer la fiscalité à la date d'ouverture. Je précise que les élections législatives, on est en train de tourner là, mais on en vient d'avoir le résultat des élections législatives du deuxième tour. Voilà. Donc, on sait qu'il va y avoir des changements fiscaux et peut-être qu'on va refaire une autre vidéo sur les changements fiscaux avec Constant. On verra ça plus tard. Ça sera à la rentrée peut-être, en fonction de la loi de finances. Mais voilà, la prise de date fiscale dans une assurance vie est importante. Mais ça permet aussi une assurance vie de placer de l'argent, de faire fructifier son capital sur les années et toujours d'en disposer. C'est ça qui est important. Et attends, j'ai une question. Toi, tu me dis oui, je regarde s'ils veulent acheter leur résidence principale ou s'ils veulent en somme faire des économies. C'est ce que tu m'as dit. Mais attends, t'as des gens, ils sont totalement paumés. C'est-à-dire qu'ils savent pas s'ils doivent acheter une résidence principale ou faire des économies. Comment t'agis? Tu les aiguilles? C'est là, je vais les aiguiller et vraiment, ça va être un accompagnement. Dans tous les cas, moi, mes clients, c'est sur du long terme. Et ça va être un accompagnement vraiment de fond et vraiment de réussir à faire sortir un peu ce qu'ils ont au fond d'eux pour savoir s'ils ont envie d'acheter, s'ils sont prêts à acheter, s'ils sont prêts à louer toute leur vie. C'est vraiment ça va être un métier, c'est vraiment mon travail de faire ressortir ça du client qui se dise, oui, en fait, au fond de moi, je veux acheter ou au fond de moi, non. Ouais, mais alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que, donc, en somme, tu vas quasiment sonder leur intimité pour savoir vraiment ce qu'ils veulent. Sauf que, est-ce que tu peux te dire parfois, lui, vu son patrimoine, il ferait mieux de faire ça? Et je lui dirai. Tu lui dis? Ok, et je lui dirai. C'est vraiment mon conseil, c'est de dire, voilà, vous gagnez tant aujourd'hui, vous avez tel salaire à deux, toujours pour un couple marié, vous avez tel salaire à deux, vous avez telle situation. En fait, allez-y, achetez. Tu peux me donner quelques exemples, par exemple, je sais pas, 1 ou 2 exemples de situations classiques que tu rencontres, ou si tu vas leur dire plutôt, là, vous allez faire, de l'optimisation fiscale, ou là, vous allez vous endetter sur votre résidence principale, ou là, vous allez investir en résidence secondaire, en résidence secondaire, vous allez le placer en Airbnb, quoi. Qu'est-ce que tu peux me donner? Le cas concret, voilà, ça va être un couple, la trentaine. En fait, c'est au fur et à mesure de nos échanges, ils vont me dire, on gagne tant. Notre projet, c'est en fait, on sait qu'on va rester là parce qu'on est tous deux salariés de grosses boîtes et qu'en fait, on n'est pas amené à bouger. Et en fait, on en a marre de payer des loyers. Donc déjà, il y a certains petits tics de langage qui vont me faire comprendre que, oui, en fait, ils veulent acheter parce qu'ils veulent se constituer un patrimoine. Et puis ils me disent, oui, on projette d'avoir des enfants. On aimerait bien après un jour leur transmettre. Tout ça va faire que je vais leur dire, en fait, là, ça serait bien d'acheter. Si en revanche, ils me disent, on va peut-être bouger ou on veut vraiment, on veut du rendement, on veut investir pour du rendement, là, je vais leur dire, peut-être faites du locatif. Ça sera beaucoup plus intéressant. D'accord. Et c'est, on va dire, en cas client, si je puis dire, il n'y a pas d'âge.
Ça, c'est vraiment en fonction aussi du patrimoine de chaque client, de combien gagne sûr. chaque client. Donc c'est là-dessus que je vais les orienter. Je leur dirai, je serai très transparent avec eux. Je vais leur dire, ça serait plutôt intéressant que là vous achetiez, que là vous fassiez de la location. Et j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Est-ce que ça t'arrive, tu as des clients qui arrivent et tu dis mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi ce qui a été fait. Et c'est quoi ça le cas classique par exemple d'une stratégie patrimoniale qui va pas être ridicule mais ou en tout cas qui est inexistante? C'est l'ouverture de plein d'enveloppes, on va dire bancaires, où l'argent ne travaille pas, où c'est juste de l'argent qui dort, où en fait on a conseillé certains investissements qui sont pas du tout adaptés à la situation du client. Comme quoi, par exemple, une prise de risque alors que tu as 30 ans au lieu d'en prendre une à 80 ans. C'est ça. Il y a certains clients qui sont très âgés et on va leur faire prendre des choses très risquées. Et en fait, à mon sens, plus on s'approche quand même d'un âge plutôt, on va dire, élevé, il faut prendre moins de risques. Ah bon? Ok, d'accord. On va dire, il faut quand même raisonner, sur des clients qui ont envie de transmettre leur capital. Très souvent, ils veulent prendre moins de risques au fur et à mesure ils avancent. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que plus le client, on va dire, prend de l'âge, plus il va être tranquille en termes de placement, si je puis dire. Mais parfois, on a des clients qui veulent quand même de la dynamique. Alors ça, on suit toujours après, on lui dit si c'est en cohérence ou non. Mais pour en revenir à ta question initiale, il y a certains patrimoines qui parfois ne sont pas du tout adaptés, qui sont pas du tout optimisés. Moi, les clients viennent me voir et en fait, ils ont de l'argent sur leur compte courant qui attend. Et en fait, c'est pas optimisé. Et à l'inverse, est-ce que ça t'arrive pas avoir parfois, tu vois, tu as des clients, j'en sais rien, ils ont 45 piges, ils arrivent, ils viennent te voir, ils ont toute la vie bien gagnée et ils ont que été en location et ils ont jamais eu de stratégie d'investissement. Ben là, ça arrive ou pas? Ça arrive. En fait, tous les cas, je pense, arrivent, mais surtout, c'est des questions intéressantes où quand, en fait, c'est des gens qui ne se sont jamais posé la question, qui ont toujours eu un très bon qui ont toujours eu un très bon salaire, qui ont toujours loué, ils se sont jamais dit, tiens, est-ce que je pourrais acheter? Et c'est un cap à franchir parce que quand on a été habitué à louer, on paye un loyer, et puis en fait, c'est automatique, on n'y pense plus. Mais quand on achète, c'est autre chose parce que on vient se constituer un patrimoine, on vient, augmenter son patrimoine et il y a d'autres sujets qui surviennent par la suite. Ça va être, en fait, la transmission du patrimoine. Si on est marié, on a des enfants, comment est-ce que je transmets mon patrimoine? Comment est-ce que je protège mon conjoint avec ce patrimoine que je suis en train de me constituer parce que j'ai acheté? Donc c'est tous ces cas pratiques, on va dire un peu. C'est ça qui est très intéressant, je pense, dans nos professions, c'est que chaque dossier est différent, chaque client est différent, et c'est là où ce qui est très important, c'est de sonder chaque client. C'est toujours de faire du sur-mesure. Moi, je me considère un peu comme le médecin des finances, comme j'aime bien dire à mes clients, c'est que vous venez me voir et je vais vous donner mon point de vue sur vos finances. S'il y a besoin de voir un régime matrimonial, je vais leur conseiller peut-être un régime et je vais leur dire, tournez-vous vers un professionnel, le notaire, l'avocat. Voilà. Et juste une petite digression, tu sais, moi ce que je vois, je suis avocate en droit de la famille et dans les dossiers de divorce qu'on a, on fait beaucoup de violences conjugales et on s'aperçoit de manière fréquente que lorsqu'il y a des époux qui sont mariés en régime communautaire et qu'il y a un époux qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre, et que l'époux qui gagne beaucoup plus d'argent est l'auteur des violences conjugales, la plupart du temps, tu n'as pas de bien immobilier qui a été acquis. Pourquoi? Parce que l'absence d'acquisition d'un bien immobilier commun empêche la protection du patrimoine, empêche la protection du conjoint plus faible financièrement. Et donc ça, c'est très fréquent et c'est un signal que je donne, c'est penser à acquérir un patrimoine. Pourquoi? Parce qu'au moins en cas de séparation, vous aurez quelque chose un patrimoine à séparer. Protéger son conjoint, je pense que c'est faut tout faire. Faut tout faire pour avoir un patrimoine à partager. C'est hyper important, ça, on est d'accord. Donc, supposons maintenant, donc tu vois, tu as le couple marié, ils ont acheté, on va dire, de manière classique, leur résidence. Et une fois que la résidence est acquise, qu'ils ont les remboursements mensuels, est-ce que tu as une autre stratégie, peut-être de placement financier que tu envisages avec eux? Les placements financiers, il y en a énormément. Il existe les livrets bancaires, déjà, c'est de la disponibilité immédiate, c'est un virement de compte à compte, donc là-dessus, il n'y a pas de... Puis une faible imposition aussi. Très faible imposition. Et après, on va avoir d'autres types d'outils pour placer, et ça va vraiment répondre à un horizon de placement et à un objectif. Si on se dit, j'ai un objectif de transmission, ça va être plutôt un horizon long terme. L'objectif va répondre à l'horizon. Et il va y avoir des placements du type assurance vie, donc ça, c'est plus du placement long terme, du type plan épargne retraite. Là, on va être plus sur de la défiscalisation et un objectif retraite. On va avoir des placements qui peuvent être un peu atypiques, mais du type bois et forêts, des vignes. Du type, on peut avoir... Donc ça, c'est transmission, surtout, et défiscalisation.
Et après, on a aussi des placements un peu plus dynamiques. Là, on va avoir du plan épargne action, du compte titre. Donc là, c'est pour investir sur des actions européennes ou investir à l'international. Et après, des choses un peu plus atypiques encore, comme du private equity. Donc là, on sort des marchés boursiers. On va investir sur les marchés non cotés. Donc c'est réservé encore un peu à une élite financière. Si je puis dire, c'est des tickets d'entrée qui sont assez importants. Mais c'est en train de se démocratiser au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le private equity, c'est très bien. Et toujours, ce que je conseille à mes clients, c'est diversifiez-vous. Okay. C'est-à-dire avoir plusieurs cordes à son arc, avoir des livrets financiers, avoir une assurance vie, avoir peut-être un plan épargne retraite, investir dans tel et tel produit qui existe. Ça, c'est très important. Ouais. Et alors, supposons par exemple que tu es mon conseiller de gestion de patrimoine et que je viens te voir et que je te dis « Écoute Constant, je voudrais un plan d'épargne retraite. » Comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, déjà s'il vient avec cette question, c'est qu'il a un peu une idée derrière la tête. C'est-à-dire… il s'est un peu renseigné avant. Voilà, il s'est un peu renseigné avant. Donc, le plan épargne retraite, concrètement, comme son nom l'indique, ça permet d'obtenir du capital pour sa retraite. C'est de l'argent qu'on va un peu bloquer jusqu'à sa retraite. Il y a des conditions de sortie, mais voilà, c'est quand même… Quand tu dis bloqué, c'est parce que ça coûte de l'argent de sortir de l'argent ? Alors, sortir l'argent qui est sur le compte ? Ça coûte pas, c'est-à-dire que c'est quand même bloqué. Il y a 6 conditions de sortie, 5 ou 6 conditions de sortie pour sortir son capital. Sinon, c'est la retraite. D'accord. Et quelles sont les conditions de sortie, par exemple ? Alors, par exemple, il y a l'acquisition de la résidence principale. Ah, d'accord, ok. Il y a le décès du conjoint. Ouais. Il y a le surendettement, il y a les fins de droit au chômage. Et j'en ai oublié un. Voilà, mais c'est des conditions. Et puis il y a la retraite aussi. Donc, tu peux pas le sortir comme ça en fait. Tu peux pas le sortir comme ça. C'est pour ça que tu peux pas mettre beaucoup tous les mois. C'est ce que je conseille. Parce que c'est pas comme l'assurance vie où tu ressors ton argent voilà. en fait. Mais sauf que le plan épargne retraite, il faut penser, c'est aussi un biais défiscalisant. L'argent qu'on place, on va pouvoir le déduire de ses impôts en fonction d'un certain calcul. Pour le moment. Voilà. Ok, d'accord. Toujours pour le moment, mais voilà. Le plan épargne retraite, c'est un objectif retraite. Donc concrètement, quand tu dis défiscalisation, ça veut dire que supposons que la personne, elle met, j'en sais rien, 10 000 euros sur l'année. Ouais. Elle peut défiscaliser 10 000 euros ? Alors non, ça sera en fonction de son imposition. Donc c'est pour ça que très souvent, quand j'ai un client qui me dit, bah voilà, je vais ouvrir un plan épargne retraite, je vais dire, bah très bien, mais d'abord donnez-moi votre feuille d'impôt. Je vais vous faire une simulation pour optimiser au maximum votre plan épargne retraite, parce qu'on est sur un outil qui est défiscalisant. Sur un outil de type assurance vie, là, ça va être une épargne. On va verser, par exemple, tous les mois dessus. Mais je comprends pas, du coup, pourquoi tu leur demandes la feuille d'imposition pour défiscaliser en matière de plan d'épargne retraite ? Alors, en fait, si tu veux, quand tu verses sur ton plan épargne retraite, tu vas, accrochez-vous, tu vas pouvoir avoir une réduction en fonction de ton taux marginal d'impôt. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, actuellement, c'est des tranches marginales. 0, 11, 30, 41, 45. L'argent que tu vas verser sur ton enveloppe du plan épargne retraite, tu vas pouvoir le réduire de tes impôts en fonction de ton taux marginal. D'accord, ok. Donc tu verses 100, tu as un taux marginal à 30. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'était un petit peu technique. Oui, je pense que ça aurait été utile à certaines personnes. J'espère. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Constant ? Bah écoute, moi, je pense qu'on a un peu balayé rapidement, mais je pense qu'on a dégrossi la situation sur les régimes matrimoniaux. J'espère qu'on a été plutôt clair, on n'est pas rentré dans trop de technicité. Mais voilà, moi j'ai adoré notre échange. Bah de même, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi Héloïse. Et j'espère qu'on en fera une autre, mais un petit peu plus technique sur d'autres thématiques la prochaine fois. Eh bien écoute, avec grand plaisir Héloïse. Merci, ciao Héloïse. Constant, ciao. à bientôt, ciao.